D'accord, Alexander. Faisons une mise à jour sur ce qui se passe avec le projet Ukraine. Devons-nous commencer par les lignes de front cette fois-ci? Peut-être parler des frappes de missiles sur les infrastructures énergétiques. Que se passe-t-il en Ukraine? What's happening in Ukraine? Eh bien, je pense que nous pouvons parler des lignes de front, mais c'est une image holistique maintenant parce qu'il me semble que tout s'effondre étape par étape. Si nous parlons des lignes de front, j'ai vu un commentateur britannique dire que ce que font les Russes, c'est appliquer une stratégie d'anaconda. Ils se sont enroulés autour de l'armée ukrainienne et la serrent à mort. Je pense que ça le décrit probablement assez bien. Les pertes ukrainiennes par jour maintenant, selon les Russes, se situent entre 1800 et 2000. Je pense que c'est probablement assez fiable. C'est complètement insoutenable. Les infrastructures énergétiques sont systématiquement démolies. Les autorités ukrainiennes reconnaissent maintenant franchement qu'il y aura des coupures de courant tout au long de l'hiver. L'économie est en chute libre absolue. Il y a un manque d'électricité et une pénurie de travailleurs parce que tous ceux qu'ils peuvent sont mobilisés et envoyés sur les fronts de bataille. On nous dit que ce sont les puissances occidentales qui leur donnent ces instructions. Une crise monétaire et une crise budgétaire se développent. En plus de tout cela, le gel des remboursements de leurs obligations envers les créanciers privés externes expire en août. Les créanciers, pour le moment, refusent d'accorder une réduction de la dette ou de prolonger la suspension des remboursements. Cela crée une pression supplémentaire. Probablement, les gouvernements occidentaux interviendront et exerceront des pressions sur les détenteurs d'obligations comme ils l'ont fait par le passé. Nous verrons probablement le FMI proposer quelque chose. Mais de toute façon, l'Ukraine accumule de plus en plus de dettes. En plus de cela, il y a un sentiment croissant que la position de Zelensky à Kiev est devenue très précaire. Nous avons parlé dans une émission récente de la façon dont toutes les décisions semblent être prises par Yermak. Les Russes remuent le couteau dans la plaie, disant que les Américains en ont finalement assez de Zelensky. Cette information provient des agences de renseignement russes. Sergei Naryshkin, le chef du renseignement extérieur russe, a déclaré que les Américains cherchent à remplacer Zelensky par le général Zaloujny. Il croit qu'il est la personne qui prendra le relais. Donc, je veux dire, toute la situation est très mauvaise. Mais concentrons-nous un peu sur ce qui se passe sur les fronts de bataille, car c'est ce qui intéresse les gens. Les Russes ont capturé une grande partie de la région de Kharkov en mai dernier. Ce qu'ils font maintenant, c'est prendre des positions là-bas et provoquer les Ukrainiens à les attaquer. Il y a des rapports incessants du groupe de combat russe établi dans le nord de Kharkov. Parlent constamment des attaques lancées par les Ukrainiens et se moquent d'eux quand ils ne le font pas. Donc les Ukrainiens lancent des attaques. On a l'impression que Zelensky insiste sur elles. Les attaques finissent par causer de plus en plus de victimes. Il y a des rapports selon lesquels des bataillons entiers ont été détruits au cours de ces attaques contre des forces russes beaucoup plus puissantes, lourdement équipées et maintenant retranchées dans la région de Kharkov. En attendant, entre ces attaques, les Russes continuent de resserrer leur emprise sur l'importante ville septentrionale de Volchansk, que je soupçonne d'être leur principal objectif sur ce front de bataille. Ils veulent capturer Volchansk parce qu'elle s'intègre aux batailles plus au sud dans la région de Kupiansk et ailleurs. Mais pour répéter un point que j'ai déjà fait valoir dans de nombreux programmes, ceci
est une diversion. Ce théâtre à Kharkov est une diversion. Les Russes n'ont déployé qu'environ 50 000 soldats dans la région. Nous ne savons pas combien de troupes les Ukrainiens ont déployées, mais il semblerait que ce soit 10 à 20% de leur armée. Les grands événements se déroulent dans le Donbass. Les Russes ont percé les lignes ukrainiennes en février lorsqu'ils ont capturé Avdiivka. Depuis, ils capturent village après village dans cette zone. Ce trou devient maintenant énorme. Ils ont presque atteint ce qui semble être la route d'approvisionnement la plus importante de l'Ukraine, qui va de Pokrovsk, une ville à l'ouest du Donbass, jusqu'à Chassiv Yar et Konstantinovka. Apparemment, elle se connecte également avec la région de Kramatorsk. J'ai lu des rapports dans les médias britanniques. Les Britanniques sont très attentifs à apporter un soutien sans réserve à l'Ukraine. Ils disent que si l'Ukraine perd le contrôle de cette route, il existe des itinéraires alternatifs par lesquels l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine peut continuer à être approvisionnée. Cependant, les autres routes sont en mauvais état et ne remplacent pas cette route. C'est ce que disent les Britanniques. Donc, c'est une crise opérationnelle pour les Ukrainiens si cette route est perdue. En attendant, vous pouvez voir que les Russes ont commencé à positionner leurs forces de manière à suggérer qu'ils ont un plan pour créer un grand chaudron. Ils attaquent maintenant les troupes ukrainiennes dans des endroits comme une ville appelée Toretsk et un village appelé New York. Cela se passe dans la zone centrale de cet encerclement potentiel, immobilisant les Ukrainiens là-bas. Ils avancent depuis le sud, se rapprochant progressivement. Ils semblent également préparer une avancée à travers Chassiv Yar, qui sera vraisemblablement la pince nord de ce chaudron, si c'est vraiment le plan. Il y a environ 1 ou 2 semaines, juste avant que Poutine ne s'adresse au ministère des Affaires étrangères et ne présente ses propositions de paix, Istanbul Plus, il a eu une réunion avec ses principaux responsables militaires. Et vous voyez maintenant une quantité croissante de spéculations selon lesquelles il s'agissait d'une discussion sur la grande offensive russe en Ukraine pour l'été, qui est maintenant sur le point de se produire. Les Russes ont travaillé pour atteindre ce point, et ils y sont enfin presque parvenus. Peut-être que cette grande offensive, ce genre de grande opération d'encerclement, va se produire dans les prochains jours. Maintenant, un général russe, en fait tchétchène, un homme appelé Alodinev, a prédit que ce sera la dernière année de la guerre. Nous verrons. Oui, donc Blinken, dans une déclaration hier, a dit que la situation à Kharkiv est stable grâce aux armes américaines. Tout est stable maintenant. Everything is stable now. Oui, ce sont les histoires habituelles que nous entendons. Les Américains nous disent toujours ces choses. Les Britanniques le font parfois. Les Britanniques d'ailleurs sont soudainement devenus beaucoup plus pessimistes, même si les Américains maintiennent des niveaux élevés d'optimisme. Maintenant, il est absolument vrai que les lignes de front dans la région de Kharkiv n'ont pas changé de manière significative depuis plusieurs semaines. Mais la raison en est que les Russes, au lieu d'avancer, incitent les Ukrainiens à les attaquer. Cela joue en faveur des Russes, car ils démantèlent les troupes ukrainiennes qui ont été envoyées à Kharkiv pour essayer de contre-attaquer les Russes là-bas. Et dans la mesure où des avancées continuent de se produire dans ce domaine, elles se produisent dans la ville de Volchansk, qui est celle que je pense que les Russes veulent finalement capturer. Blinken, encore une fois, montre son incompréhension totale de ce qui se passe sur le terrain dans cette guerre. Cela pourrait l'aider
s'il écoutait réellement ce que disent les commandants ukrainiens. L'un des principaux commandants de la brigade Azov a donné une interview, par exemple à la télévision ukrainienne, dans laquelle il dit clairement que la situation devient de pire en pire. L'Ukraine subit des pertes irremplaçables et perd la guerre. C'est lui qu'il faut écouter, pas Blinken, qui, comme je l'ai dit, n'a aucun contact réel avec la réalité. Nazon Poignet. Oui, donc les services de renseignement russes ont dit plusieurs fois dans le passé que Zelensky allait être remplacé par un gouvernement collectif de l'Occident. Ils le disent à nouveau. Quelle est, selon vous, la raison pour laquelle ils le disent encore? Ont-ils vraiment des informations fiables qui indiquent que Zelensky va être démis de ses fonctions? Ou jouent-ils simplement avec son esprit? Parce que tout le monde sait que Zelensky est en panique concernant sa légitimité. Tout le monde le voit, donc il pourrait simplement jouer un peu plus avec lui, en parlant de la façon dont l'Occident va l'abandonner. Je pense que c'est à 70% pour jouer avec sa tête et aussi pour rendre les choses plus instables à Kiev même, créant des problèmes entre Zelensky et les Américains. Nous savons par le Financial Times que ses relations avec l'administration Biden sont très mauvaises et qu'il ne leur fait plus confiance. Rappelez-vous, le Financial Times a utilisé le mot paranoïaque pour décrire ses sentiments envers les Américains. Donc, vous savez, il joue là-dessus. Mais bien sûr, je pense aussi à autre chose. Je pense que les Russes sont beaucoup mieux informés sur la situation à Kiev qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans, lorsque l'opération militaire spéciale a commencé. Je vais faire une supposition, c'est une pure supposition maintenant, que toutes sortes de personnes à Kiev voient maintenant comment les choses évoluent. Ils se diront probablement, le moment est venu de commencer à conclure des accords avec les Russes. Et je pense qu'une partie de ces accords inclut la transmission d'informations aux Russes, quelque chose que l'on ne voyait pas beaucoup au début de la guerre. Donc je soupçonne que les Russes ont plus d'informations qu'avant. Mais je pense que c'est surtout, comme je l'ai dit, pour jouer avec l'esprit de Zelensky, le perturber et augmenter sa paranoïa et sa colère envers les Américains. Il se plaint à nouveau que l'Ukraine ne reçoit pas assez d'armes. Il se plaint toujours que l'Ukraine ne reçoit pas assez d'armes. Apparemment, ses responsables disent maintenant que 60 milliards de dollars n'étaient pas suffisants. Ils ont besoin de 800 milliards de dollars. J'ai en fait vu ce chiffre circuler. Cela vous donne une idée de l'ampleur des demandes qu'ils font maintenant. Oui, les médias britanniques en ont parlé. Ils avaient besoin de 800 milliards de livres. Je pense que c'est ce qu'ils ont dit. Autant en faire 1 trillion. Pourquoi pas? Oh, absolument, pourquoi pas? Oui. Qu'est-ce qu'un trillion? Imprimez-le simplement et donnez-le lui. Yermak a dit qu'il y aura un 2e sommet pour la paix et que les Russes pourraient être invités. Qu'en pensez-vous? Eh bien, les Russes ont déjà indiqué qu'ils ne participeraient pas à un 2e sommet de paix. À mon avis, ce processus de paix, qui n'était pas vraiment un processus de paix, a commencé en août avec cette première réunion à Copenhague, organisée par Sullivan. Si vous vous souvenez, c'était à une époque où l'offensive ukrainienne était encore en cours et cela avait clairement été mis en place avec l'espoir d'une percée ukrainienne. L'idée était de rassembler tous ces pays du monde entier. Les Ukrainiens seraient sur la mer Noire et la mer d'Azov et ce serait le moment de présenter un ultimatum aux Russes. La plupart du monde l'aurait soutenu. Mais bien sûr, cela ne s'est pas passé ainsi. Plutôt que d'abandonner ce plan, ils ont persisté. Il est devenu de plus en plus clair que de plus en plus de pays se lassaient du processus.
Alors ils ont demandé aux Suisses d'essayer d'aller plus loin en organisant ce sommet de paix. Nous avons beaucoup parlé du sommet de paix et de la façon dont il s'est complètement effondré. Mon propre sentiment est que ce processus est mort. Je ne pense pas que quelqu'un en dehors de quelques personnes à Washington, et peut-être à Londres, le prenne encore au sérieux. Je doute même qu'il le fasse à Londres, en fait. Le sommet de paix qui a eu lieu en Suisse a attiré très peu de reportages ici. Eh bien, les Européens, j'imagine, espèrent encore quelque chose. Ils s'accrochent à Zelensky. Ils s'accrochent au projet Ukraine. Nous avons un nouveau secrétaire général en mars qui va prendre le relais. Il est belliciste sur l'Ukraine. Il déteste absolument la Russie. Oh, absolument. Il méprise la Russie. Je veux dire, c'est l'une des figures politiques les plus viscéralement anti-russes en Europe occidentale. Donc, vous savez, il a été amené à devenir secrétaire général de l'OTAN. Bien sûr, Stoltenberg s'est accroché pour s'assurer que celui qui le remplacerait serait aussi intransigeant que lui. Donc, c'est ce qu'ils ont manigancé maintenant. Il n'y aura pas de changement de politique, mais vous pouvez déjà voir ce qui se passe. Les Américains abandonnent maintenant essentiellement le projet Ukraine à Mark Rutte et à l'OTAN, car ils disent que dorénavant, les États-Unis prendront du recul et l'OTAN prendra le relais. Et cela a été vendu comme un moyen d'assurer le soutien à l'Ukraine au-delà de l'élection américaine, au cas où une certaine personne gagnerait. Cela est fait pour aider les Européens. Mais la réalité est que sans les Américains, rien ne peut fonctionner. Tout le monde le sait. L'OTAN est maintenant mise en place pour prendre en charge et assumer la responsabilité lorsque tout s'effondrera, ce qui arrivera. Quiconque observe la situation de près peut le voir. D'accord. Autre chose à ajouter? Je vais le dire franchement. Je pense que non seulement nous sommes à la fin du processus de Copenhague, mais nous sommes également à la fin de tout processus de négociation. Mon propre sentiment est que les Russes ont présenté leurs propositions lors de cette réunion du Conseil du ministère des Affaires étrangères lorsque Poutine a prononcé son discours. Je ne pense pas que les Russes aient la moindre attente que les puissances occidentales soient intéressées à négocier un accord avec eux. Je pense qu'ils ont rayé Zelensky. Ils ne croient pas que Zelensky ait la moindre possibilité de négocier avec eux. Et ils disent qu'il est illégitime. Donc je pense que les Russes ont simplement décidé qu'il n'y avait plus de raison de poursuivre les négociations. Ils ont exposé ce qu'ils voulaient exposer. Maintenant, ils vont simplement continuer et viser à gagner la guerre. Je crois que c'est maintenant la pensée à Moscou. Ils ont pris en compte ce que les Américains et les Européens ont à dire. Ils ont examiné la situation à Kiev et sont conscients de la situation sur les fronts de bataille. Toutes leurs pièces sont en place sur le plateau, l'échiquier, qui est la guerre. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à déplacer les pièces. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas quels sont leurs plans militaires. Mais je pense qu'à partir de maintenant, l'idée d'une issue négociée à cette guerre est révolue. Je pense que c'est fini. Les Russes ont également conclu que les discussions sur une intervention directe de l'OTAN en Ukraine sont un bluff et que l'Occident ne suivra pas. Ils ont probablement raison à ce sujet. Les élections européennes que nous venons de voir le confirment essentiellement. Donc à partir de maintenant, c'est purement un conflit militaire et l'issue sera décidée entièrement sur le champ de bataille. Il n'y aura pas de négociation du tout. Oui, c'était le dernier accord que Poutine a proposé. Oui, La semaine dernière, c'était tout.
C'était la dernière chance. Ils l'ont dit. Je veux dire, ils le disent en gros. Et rappelez-vous, la fenêtre pour que Istanbul Plus soit mis en œuvre se referme. Parce que bientôt les Russes auront dépassé le Donbass. Et au moment où ils feront cela, au moment où ils commenceront à prendre le contrôle du territoire russophone, au-delà du Donbass, des endroits comme Volchansk par exemple, et d'autres endroits dans la région de Kharkov, dans la région de Sumy, qui sait où, au moment où nous sommes alors toute situation terrorisme ou Istanbul Plus, tel que présenté par Poutine, ne sera plus viable. As Putin presented it, is no longer viable. D'accord, nous allons nous arrêter là. TheDuran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter X. Allez à la boutique Duran et utilisez le code Football24 pour acheter des articles de football. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Take care.